Léa Moscona. Et c'est l'heure de J comme culture. On a le plaisir de retrouver Hélène Schumann. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Alors Hélène, ensemble, nous avons le grand plaisir de recevoir l'auteure Caroline Huppert pour son livre qui vient de paraître à Mercure de France, Une histoire cachée. Bonjour à vous, chère Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors je dois dire que c'est un vrai coup de foudre pour moi. D'abord l'éditeur. J'aime beaucoup Mercure de France. Je trouve que elle a toujours beaucoup de courage, cette Isabelle Gallimard, dans ses choix. Et là, c'est une histoire d'amour qui m'a plongée, je dois dire, dans quelque chose de tellement pur. Imaginez, on est en 1934. Raymond Huppert, un beau jeune homme qui est à HEC, qui a fait la guerre à 14-18, donc, comme on l'imagine, va tomber amoureuse d'une jeune fille magnifique. Elle s'appelle Annick Beau, donc tout pourrait être extraordinaire. Et le hic que nous révèle Caroline, c'est que Raymond est juif et qu'à cette époque, les mariages mixtes, ça ne se fait pas. Alors c'est un peu l'histoire de cette vie. Moi, je voudrais commencer par vous lire un extrait et pourquoi Caroline a écrit ce livre. Au commencement, je ne savais rien de la vie de mes parents avant ma naissance. Toute question recevait comme réponse un geste vague suivi de « c'était la guerre » ou de « tu comprendras plus tard ». Il a fallu des années et surtout le décès de ma mère pour que mon père accepte de raconter son enfance et sa jeunesse avant son mariage. Peu à peu, il s'est senti délivré du secret de sa judéité, violent pour ses enfants, mais aussi pour lui. Alors, je lui ai proposé de l'enregistrer, il a accepté tout de suite. Il voulait que j'écrive un livre avec son aide. Tout ce qu'il nous avait soigneusement caché, il voulait que je le révèle et que je le transmette. Il avait 83 ans et une mémoire encore vive. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Ça commence comme ça. Alors justement, Caroline, c'est un peu pour votre père que vous avez raconté cette histoire. Et racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, oui, c'est plutôt pour mes enfants, en fait, que j'ai raconté cette histoire. Mon père étant décédé il y a fort longtemps, je voulais transmettre, puisqu'il m'avait donné l'autorisation de le transmettre, je voulais le transmettre. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui ne savent rien de tout cela. Donc, mon but ultime avec ce livre, c'est qu'il soit distribué aux élèves de seconde, troisième ou première, qui est l'époque où on apprend la guerre et la Shoah. Et je trouve que ce livre, tout en racontant une histoire d'amour, relate tous ces événements et surtout l'enchaînement épouvantable de l'antisémitisme qui s'est transformé ensuite en vraiment volonté d'anéantir les Juifs. Alors, ce qui est incroyable dans le livre de Caroline, c'est que au-delà de l'histoire de ses parents qu'elle raconte d'une manière très sensible avec son cœur. On a l'impression de vivre avec eux, Léa. Vraiment, moi j'ai passé un moment incroyable avec Raymond et Annick et je tremblais en lisant. Je me disais, mon Dieu, pourvu qu'ils y arrivent, parce que pourvu qu'ils y arrivent, parce que il y a une telle montée de l'antisémitisme. Et Annick, elle le protège tellement, son Raymond. Elle s'en fout complètement qu'il soit juif, c'est pas son problème. Voilà. Par contre, c'est le problème de sa famille. Racontez-nous un peu cet arbre généalogique. Absolument. Annick, c'est pas tellement qu'elle s'en fiche, c'est qu'Annick, elle sait tout. Annick est allée en Allemagne en 1933 et en 1935 car elle étudiait l'allemand et l'anglais. Elle était quasiment bilingue avec l'anglais, ma mère. Et donc, elle n'est pas du tout naïve par rapport au traitement des Juifs. Elle a assisté aux manifestations anti-juives. Elle a monté du nazisme en Allemagne. Elle était à Heidelberg. Et elle a fait 5 mois d'université à Heidelberg. Elle a donc croisé des étudiants qui étaient déjà engagés dans les mouvements nazis. Elle sait ce que c'est. Mais elle appartient à une famille qui est ultra... J'allais dire le mot ultra est mal choisi parce que parfois c'est des gens très catholiques en tout cas. Familialement, ils sont très catholiques, ils sont auvergnats d'origine, provençaux d'origine. Ce sont des catholiques profondément croyants. Pourtant, elle est originaire d'une maison de couture très connue qui est Calosseur. Calosseur vendait des robes aux Américaines et tout ce qu'on veut, c'était vraiment des célébrités, mais elles étaient extrêmement croyantes. Je suis allé sur la tombe des Callot. Et il y a une grande croix sur la tombe des Callot. Voilà, c'était cette famille. Mais Annick aussi, elle est très croyante. Alors, Annick Caroline. est très croyante. Annick a intégré cette foi un petit peu naïve de sa famille pour en faire au contraire un système de réflexion. Elle est croyante, mais pas d'une façon, comment dirais-je,
Alors, elle n'accepte pas tout, elle a sa croyance voilà, à elle. Exactement, tout Ouais. à fait. Elle a une philosophie par rapport à cette foi, mais elle est très croyante, c'est vrai. Tout à fait. Et votre grand-père, donc le père d'Annick, on le disait hors antenne, il est un petit peu limite. Alors peut-être parce qu'il connaît pas, mais avec les Juifs, il a quand même un soupçon d'antisémitisme. Alors lui aussi, c'est une grande famille. Vous vous rendez compte, les serrures Fichet, Ben, c'est voilà. eux. Et alors, j'ai une petite question qui sort du livre. Est-ce que ça appartient toujours à la famille Fichet? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, Oui. Oui. non, ça a été récupéré par la société Bosch après Fichet. D'accord. Bosch a récupéré le capital, puis D'accord. après c'est sorti de la famille. Mais en tous les cas, Raymond, qui est un juif américain. Alors racontez-nous un petit peu cette généalogie. Oui, alors ça, quand on était petit, on savait que notre grand-père était américain. On pouvait pas ne pas le savoir puisqu'il parlait très mal le français. On allait le voir. Alors, il y avait quand même des choses qui nous paraissaient un petit peu curieuses. Maman nous emmenait le voir. Alors, nous, on avait une belle maison et on nous emmenait le voir. Lui, il habitait avec son épouse, sa deuxième épouse, une petite chambre d'hôtel, rue du Colisée. Ah oui. Un hôtel où il y avait visiblement que des chambres, des meublés, comme on disait à l'époque. Et puis, pour le goûter, ma seconde grand-mère, donc, allait nous acheter des petits macarons chez Dalloyau. Donc, elle essayait de faire quelque chose de chic à l'intérieur d'un endroit qui était tout à fait minable. Elle avait un petit réchaud pour faire du thé. Et on nous disait que c'était normal. Alors, on a grandi avec cette idée que, puisque mon grand-père était américain, le pauvre, il avait échoué dans une chambre d'hôtel. Mais Caroline, à aucun moment, ce grand-père vous dit qu'il est juif? Aucun moment. Et on ne nous dit pas non plus qu'il est juif. On ne nous dit pas qu'il a échoué dans une chambre d'hôtel parce que on lui a volé son appartement et tous ses biens, qu'il n'a plus un centime, qu'il est entretenu par mes parents et que mes parents leur payent une chambre d'hôtel. Ils auraient peut-être pu faire encore plus, c'est vrai. Mais enfin, on en est là. Voilà. Bon. Et est-ce que ça vous a révolté le fait que cette famille ne vous ait pas dit qu'ils étaient juifs? Parce qu'on sent quand même dans votre livre une certaine colère. Maintenant, vous avez raison. Maintenant, je trouve que c'était une drôle de manière d'élever ses enfants. Mais vous savez, moi, je dis mon âge, j'ai 75 ans. Donc, ah bah oui. Donc quand j'étais au lycée, on est dans les années 60. En plus, moi, j'avais un an d'avance, donc j'étais particulièrement jeune au lycée. Et la scène que je vais vous raconter se passe en 1966. Vous savez, en 66, on ne parlait pas de grand-chose encore. Et moi, en 1966, il y a le programme d'histoire au menu. Plutôt au menu du programme d'histoire, il y a la Seconde Guerre mondiale. Et je demande des explications à ma mère. Je lui dis que faisaient certains membres de notre famille en Allemagne pendant la guerre. Ma mère est très gênée. Elle me dit, eh bien, il y en a qui faisaient la guerre. Je dis, mais qui faisait la guerre? Mais je veux dire, le beau-père de mon père, il ne pouvait pas faire la guerre. Et mon grand-père ne pouvait pas faire la guerre. C'était des gens déjà âgés. Et là, elle me dit, mais tu sais bien qu'il y avait des tas de gens qui étaient prisonniers et pas seulement des prisonniers de guerre. Alors je dis, mais je sais quoi? Elle me dit, les Juifs, ils étaient prisonniers. Et là, je lui dis, mais quoi, les Juifs? Je lui dis, mais ça veut dire que, oui, ton père est juif, quoi. Donc là, on est en 66. On est en 66. Comme ça. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans le couple de vos parents, Raymond et Annick, il a fallu attendre la mort d'Annick pour que vous passiez quand même cet obstacle de parler à votre père. Pourquoi? Alors que Annick, c'est une battante quand même. Oui, mais vous savez, l'après-guerre, je pense que... D'abord, mon père avait fait le vœu de nous marier, de nous élever dans la religion catholique. Et on ne comprend pas bien, il s'est converti ou pas finalement? Parce qu'il se marie à l'église quand même, mais on ne sait pas trop. Vous laissez planer le doute. J'ai laissé planer le doute parce que, moi je sais, mais je veux dire, pendant toute leur histoire, il y a eu un doute. Voilà, toute sa vie, les parents ont flotté. C'est ça. Donc aujourd'hui, je ne veux toujours pas le dire. Donc il ne voulait pas heurter sa femme. Voilà, en réalité. il voulait pas heurter sa femme. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est incroyable ce qu'on peut faire par amour. Et Raymond l'a fait. Raymond l'a fait. Et d'ailleurs, Annick l'a fait aussi. Et c'est très bien amené parce que au début, il n'ose pas, il sait que ça va heurter le fait qu'il soit juif. Et puis il y a la montée de l'antisémitisme. Et puis Raymond est américain. Et justement, Annick, il est américain. Moi, j'avais envie de vous mettre un petit morceau musical. On va se reposer et on écoute tout de suite In the Mood, Glenn Miller. C'est l'époque.
choc. Ça va bien avec le livre de Caroline Huppert qui est là avec nous ce matin. Une pour histoire son- cachée. aux éditions Mercure de France. Alors justement, on parlait de ce judaïsme enfoui. Et donc, Caroline, ce qui est intéressant, c'est qu'à 16 ans, donc, vous apprenez que votre père est juif, parce que votre mère vous l'annonce comme ça. Et qu'est-ce qui se passe après ? Ah, mais il ne se passe rien, parce que moi, je pense à l'époque, je n'avais pas encore lu Philippe Roth et ses Ouais. écrivains. Ouais. Donc, j'étais une très grande lectrice, mais je n'avais pas lu de livre qui aurait pu me guider vers une réflexion. J'avais lu Thibault, Roger Martin Dugard, Mais enfin ça des vous œuvres choque. bien françaises. Mais ça vous choque, néanmoins. Ça me choque tellement que je pense que c'est une maladie. Ah Le ouais. ton sur oui. lequel Oui, ma mère me l'annonce, honteuse en plus. honteuse. Je me suis dit, c'est peut-être comme la lèpre, Ouais. ou c'est peut-être quelque chose dont il faut jamais parler. Ça doit être quelque chose dont il ne faut rien dire. Et quelques jours plus tard, je ne savais pas du tout à qui en parler. Je me confie à un ami dont j'étais un peu amoureuse comme ça. Il était un peu plus âgé que moi. Il faisait du droit. Il me paraissait un garçon extrêmement intelligent. Mhm. Il l'était d'ailleurs probablement. Et je lui confie ça. Je lui dis, tu sais, j'ai appris un truc bizarre. J'ai appris que mon père était juif et juif. Mhm. Il m'a dit, ah bon, alors t'as du sang juif dans les veines. Il m'a fait, bah dis donc, d'un air de dégoût. Non. Oui, je vous Ouais. assure. Bah, on est en 66. Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui me maintient dans l'idée qu'il faut surtout rien dire à personne. Oui. Et il ne faut pas en parler avec mes frères et sœurs. Parce que je me suis dit, s'il y en a qui sont au courant déjà de cette catastrophe, ça doit bien les ennuyer. Et s'il y en a qui ne sont pas au courant, qui Oui. gagnent du temps. Oui, c'est Voilà. ça. Donc en fait, vous êtes la seule à qui votre mère confie. Alors, je n'en sais Raconte rien. cette, non, parce que révélation. bien plus tard, j'en ai parlé avec mes frères et sœurs qui m'ont dit que non, ils le savaient. Mais un peu comme moi, ils n'osaient pas partager ça avec nous. C'est On une- était c'est plus une- jeunes. Blessure quand Comme même. une- C'est Ah une bah oui, moi, ça blessure m'a fait pour un les drôle d'effet. enfants, j'imagine. Ah oui. Ouais. Et vraiment, l'épisode, moi, qui m'a convaincu de m'intéresser à cette histoire et à comprendre ce qui est arrivé à certains membres de notre famille, c'est quand j'ai vu Shoah. Bah oui. Donc, vous voyez, ça a Choc. pris du temps. Oui. Ça a été un vrai choc. Mhm. Je l'ai revu 3 fois de suite. Aïe. Je me Oui. suis penchée sur toutes les images. Je suis restée seule dans ma maison à me concentrer sur ce film. Mes enfants étaient dispersés. Et j'ai passé plusieurs matinées à me concentrer sur ce que je voyais en me disant, mais Mhm. c'est aussi notre histoire. Voilà. C'est incroyable. C'est ce film, en fait. Qui C'est m'a- la réalité qu'a Oui. vécu votre père. Que, Voilà. et vous découvriez à ce moment-là ce que pensait votre père en ces temps-là. Mais attention, Peut-être. Léa, c'est que Annick. Ce qu'il vivait, je dis. Mais Annick, elle Ouais. est prête avec lui à tout Elle est subir. prête. Là, il y a l'histoire Elle d'amour passe qui- en zone Ouais. libre, elle Oui, n'est oui. pas obligée d'aller en zone. Le passage. Elle est obligée à rien, elle le fait. Elle le suit, mais c'est une Et- abnégation totale. Et j'imagine que pour les enfants, ça, c'est une façon aussi de se rassurer. On est issu d'une vraie histoire d'amour. Bah, quand on écrit le livre, oui, Oui. on le sait. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu transmettre à mes vos enfants. Ouais, oui. Qu'ils sachent que ce couple, parce que mes enfants, ils savent, moi je ne cache rien, donc mes enfants savent très bien que mon père qui est décédé, en plus il aimait beaucoup mes enfants, mon père. Mhm. Donc je dis, ben oui, papito, il était juif, donc mes enfants le savent, Mhm. le savaient tout de suite. Mais je voulais que ce livre leur montre à quel point Ouais, cette c'est ça. histoire d'amour a été magnifique, Oui. à quel point ma mère, qui était pourtant très très pratiquante, a pris les bons aspects de sa Oui, religion bah- et pas les mauvais. Mhm. Voilà. Mhm. Et que dans foi, espérance, charité, elle a vraiment appliqué, c'est vraiment le fondement de la religion Mhm. chrétienne. Mhm. La foi, elle l'avait. Mhm. L'espérance en un monde meilleur, sans séparation, elle l'avait. Et la charité, elle l'avait profondément. D'ailleurs, Caroline, vous dédiez ce livre à vos enfants et à vos chers fantômes. Voilà. Donc Mhm. ces fantômes, on sait, parce qu'on les voit à travers votre livre, on sait que c'est ceux dont vous parlez peut-être pas, ceux qui ont disparu, parce qu'il y a Oui. toutes des listes. Alors moi, ce que je voulais savoir, Caroline, parce que c'est un roman évidemment biographique sur la Bien vie sûr. de votre Oui. famille, mais est-ce que vous êtes appuyé que sur des faits réels pour l'écrire, ou est-ce qu'à un moment, vous êtes allé plus dans votre imagination? Oui, beaucoup de scènes je les ai imaginées fictives. Ah oui. d'après, par exemple, une note que j'avais trouvée dans un agenda. Journée passée avec... alors, il y avait un nom. Voilà. J'ai donc imaginé la scène. Elle n'était pas écrite, bien sûr. C'est donc moi qui les ai imaginées. Beaucoup de scènes sont imaginées, mais comme m'a dit mon éditrice, Isabelle Gallimard, que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de clairvoyance par rapport Bien à sûr. ce qu'elle publie, Mhm. elle m'a dit, oui, mais ce sont des scènes qui vont toujours dans le sens
de ce que vous racontez à propos de vos parents. Ce n'est pas une imagination qui sort de rien. Et c'est vrai, c'est imaginer d'après un détail, une couleur, un vêtement, une réflexion, un costume. Et surtout, vous êtes aussi fondé, j'imagine, sur les enregistrements de votre papa, voilà. Raymond Huppert. Voilà. Mais alors, les enregistrements correspondent plus à la période strictement de guerre. Parce que mon père, ayant été officier et très fier de défendre la France, il était particulièrement francophile. Vous savez, j'ai écrit une petite chronique dans le Figaro Madame, où ils m'ont demandé d'écrire quelque chose pour la fête des pères. Et en fait, j'ai choisi d'écrire sur la défense de la langue française que pratiquait activement mon père. Ah oui ? Où on n'avait absolument pas le droit d'utiliser un mot pour un autre. Il fallait que nous devions nous exprimer correctement, être plutôt premier en dictée, parce que si on n'était pas premier en dictée, ça prouve qu'on n'était vraiment pas des bons Français. Ouais. Ça, c'était, tu vois, on sent l'immigration, l'immigré juif. C'était vraiment l'immigré juif qui voulait qu'on pratique une langue impeccable, sans faute, alors que son père ne parlait presque pas le français. Donc, il est resté américain toute sa vie, il n'a jamais voulu prendre la nationalité française, il en voulait beaucoup aux Français de s'être comporté comme il s'était comporté, donc il est resté américain. Mais sur le judaïsme, alors ça, votre livre traverse ça, on le sent même si vous l'exprimez pas, c'est là, tapis à chaque page, mais visiblement, c'est pas une... Raymond est un peu traditionnaliste, puisqu'il fait les fêtes, hein, vous le dites dans votre livre, Shabbat, etc. Mais comment ça, au fil du temps avec Annick, il a perdu ça? Il a perdu. Et ça lui rappelait des mauvais souvenirs aussi, peut-être? Non, je crois pas. Il avait aimé pratiquer cette religion quand il était petit, mais je pense que jeune, j'ai pu reconstituer, enfin, je parle un peu à sa place, mais je pense que c'est ça qui se passait dans son esprit. Il avait toujours aimé le côté du lien que créait la religion juive, le côté festif, les déjeuners, les repas, d'aller tous ensemble à la choule, comme il disait. Ils habitaient le 9e, vous savez, le 9e était très convivial de ce point de vue-là. Les familles se connaissaient toutes, voilà. Les garçons allaient à Condorcet, les filles allaient à l'école publique. Toutes ces familles étaient laïques dans le sens où ils aimaient l'école publique française. C'était vraiment des excellents Français, si je puis dire. Voilà. Alors, Léa, ce que j'aime aussi dans le livre, c'est la dimension historique. Et que je disais avant, Caroline Huppert, elle est un peu en colère. Elle est en colère un peu contre la France. Elle est en colère... parce qu'il s'est passé probablement, et on le sent, et elle recadre avec des événements de l'époque, et c'est important. Par exemple, elle dit à un moment, il y a des bas de page qui renvoient, elle parle d'un immeuble. Maintenant, c'est devenu... les 8 rue Grefful. Exactement. Elle dit, les Allemands avaient réquisitionné l'immeuble de la banque Louis Dreyfus, rue des Petits Pères, où Raymond avait travaillé avant la guerre. Dans cet immeuble historique a été installé le Commissariat général aux questions juives avec ses différents services. De mars 1941 à mars 1942, ce sinistre organisme a été dirigé par Xavier Vallat au 8 rue Grefful. Il y avait une sorte d'antenne appelée aussi SEC, section d'enquête et de contrôle. De nos jours, l'immeuble Louis Dreyfus est occupé par les services du ministère de la Culture. Aucune indication n'y rappelle ce que fut la politique antisémite de la collaboration, ni au 8 rue Grefful, devenu un immeuble anonyme. Et ça, vous le faites souvent. Donc, on sent chez vous un peu une colère a posteriori. Je suis retournée dans tous les lieux. Moi, je n'ai pas écrit des choses comme ça au hasard. Bon, j'ai fait une licence d'histoire. J'aime bien l'histoire. J'ai du goût pour ça. Je me suis arrêtée au niveau maîtrise parce que j'ai commencé à travailler dans le théâtre et le cinéma. C'est déjà pas mal, maîtrise. Oui, mais enfin, donc ça veut dire que vous je suis pas une historienne profonde, mais j'ai déjà eu la méthodologie, l'enquête, le goût pour ça, et surtout vérifier les sources. C'est extrêmement important. Ne pas se fier uniquement à quelque chose qu'on vous a dit. Donc moi, je suis allée dans tous les lieux. On m'avait dit oui, tu verras, il y a pas de plaque. Je suis allée regarder, c'est vrai, il y a pas de plaque. Et ça me choque. Toutes les arrestations qu'il y a eu, mes oncles et tantes, ma grand-mère, ont été arrêtés au 8 rue Grefful. Et il n'y a aucune indication. C'était un commissariat de police où les jeunes hommes... Alors, oui, si je suis en colère, c'est que maintenant, vous savez, c'est terrible. C'est des images qui m'ont tellement marqué. J'entre dans un commissariat, encore aujourd'hui. Je vois un jeune homme derrière le comptoir. Je vois un jeune gradé. Voilà. Et je me dis, ce jeune homme, en 1942, on lui demandait de faire déshabiller la personne pour vérifier s'il était circoncis ou pas.
pas ce jeune homme que je vois là, mais le même jeune Oui, homme. ouais. Et ben voilà, ça me blesse encore aujourd'hui. Je me dis, C'est mais arrivé comment... à votre père. Oui, bien sûr. Hein, vous racontez cette scène Voilà. Mais incroyable. je pense que les Juifs d'aujourd'hui pensent exactement comme Voilà, comme vous. Oui. On a toujours cette image. Voilà, on a toujours cette image et on l'a Est-ce qu'il intériorisée. l'avait, votre père, cette colère-là, après-guerre, qu'il n'y ait pas eu de reconnaissance ou pas suffisamment de reconnaissance? Oh, je lui Est-ce ai Ouais. vu piquer une grosse colère quand c'était Charles Pasqua Mhm. et qu'il a eu besoin de faire refaire sa carte Ses d'identité. papiers. Et qu'il a fallu qu'il fournisse l'endroit où était né son père. Alors, son père est né en Hongrie, dans le royaume Autriche-Hongrie, dans un village où les archives ont brûlé, donc il n'y a pas de traces. Il n'y a plus Il n'y d'archives. a pas d'archives. Ouais. Il était révolté qu'on lui demande ça, alors qu'il avait été il est décoré de la Légion d'honneur. Militaire, et il s'est Militaire. battu pour la France. Il Ouais. était officier de la Légion d'honneur. Caroline, est-ce Voilà. qu'il vous parlait facilement? Parce que très souvent, et surtout bien sûr chez les Ashkénazes, on le sait, il est difficile d'entendre la parole et le témoignage. Non, écoute, je n'ai pas besoin de t'en parler, ou plus tard, ou c'est une histoire trop dure. Ouais, Est-ce que c'est ça, vous ouais. aussi, vous avez vécu ça avec votre père, ou bien sa parole était fluide? Non, j'ai vécu ça. Mais Vous avez il est vrai qu'après le décès de notre mère, Mm. une sorte de respect du secret n'avait plus lieu d'être. Et là, avec moi, il parlait volontiers. Je ne sais pas s'il le faisait avec tout le monde, mais il le faisait avec moi. Alors, il y a beaucoup de personnages qui traversent le livre. Hein. Oui, peut-être Bon. trop. Non, c'est un peu la valse, comme ça. C'est vraiment... Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, du début à la fin, j'avais le titre de Charles Péguy qui me revenait, Notre oui. jeunesse. Oui. Ce qu'il a écrit, et ça m'a fait vraiment penser à ça. Alors, est-ce qu'il y a un personnage en dehors de vos parents avec lequel vous vous sentez proche, avec lequel vous êtes reconnecté? Dans le livre, Oui. bon, disons que j'ai beaucoup aimé inventer cette petite jeune fille que Annick rencontre à Guétari lorsqu'elle est... Non, à Arcachon, dans le sud-ouest. ouais. Lorsqu'elle est professeure d'anglais, elle rencontre la petite jeune fille de la famille. C'est une famille juive qui s'est réfugiée dans le sud-ouest. La dame, qui est femme de médecin, a ouvert un cours pour les enfants et elle engage Annick, qui a 21 ou 22 ans à ce moment-là, comme professeure d'anglais dans ce petit cours. Et là, elle fait connaissance avec la fille de la famille, que j'ai appelée Francine. En fait, je ne sais pas comment elle s'appelait. Et donc, j'ai inventé ce personnage qu'elle retrouve par hasard ensuite en Savoie. Et j'ai beaucoup inventé. Et cette jeune fille, je lui ai donné une émotion qui peut-être aurait été la mienne à cette époque-là. C'est ça, c'est vous, un peu Oui, comme un voilà, miroir. comme un miroir. Bah, bien C'est sûr. un petit rôle, si je puis dire. Ah. C'est un tout petit rôle. Mais je pense que moi, j'aurais eu cette émotion constante et cette crainte, cette peur, parce que justement, elle a peur, elle a extrêmement peur. Ce qu'on sent, Caroline, dans votre roman, c'est surtout, votre récit, roman, c'est que on est tout le temps au fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on sent que Raymond, Annick, surtout Raymond, on a peur. Ça peut basculer très vite. Ça peut basculer et il pouvait être arrêté, envoyé comme les autres à Drancy, puis à Auschwitz, et ne jamais revenir. Tout à fait. Caroline, vous avez utilisé le terme rôle, donc ça signifie peut-être que vous auriez envie que ce soit un film, vous qui avez travaillé à la télévision. Mais vous avez tout à fait raison, j'aimerais beaucoup que ce soit un film. Je n'ai pas forcément envie de le faire moi-même, mais j'aimerais le voir à l'écran. Léa, eh bien, merci Léa, d'être passée nous Caroline Huppert, on est ravis. Est-ce qu'on peut rappeler que ce soir, justement, il y a un film israélien qui va passer eh bien, c'est dans le cadre du festival du cinéma israélien, Nantes du Rire. Moi, je suis passée, 19h30. Venez, pour nous et pour le boycott. Merci et merci Caroline. Caroline Huppert qui était avec nous, Une histoire cachée, Mercure de France. Radio J, le 9-10.